Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Là, nous sommes à quelques jours de la publication d'un jeu que j'attends avec impatience. Il s'agit de l'Agence. Adrien Cahuzac est avec nous évidemment Bonjour, pour parler de ce bonjour. jeu. Salut Adrien. Nous sommes avec Maxime, alias Gnome, qui n'est autre que l'illustrateur de l'Agence. Maxime, Bonjour. ça va ? Très bien, très bien. Très bien. Tu vas pouvoir Illustrateur nous et maquettiste. Maquettiste Exactement. aussi, c'est très important. On aura Ouais. l'occasion d'y revenir au cours de ce podcast. Nous sommes également avec Natacha. Salut. Natacha, toujours là pour poser des questions pertinentes d'ordre littéraire. Tu as été relectrice sur l'agence, il me Oui, semble. tout à fait. Elle a aussi Oula, fait partie de oui. la genèse. Et elle a fait partie de la genèse du jeu. Donc voilà. Et puis on a Darky Salut. qui va poser des questions pertinentes comme Quand on il se le réveillera. connaît. N'est-ce pas ? Quand il se réveillera, absolument. Pour l'instant, il est sur son PC. Je ne sais pas ce qu'il prépare, ce qu'il manigance, mais ça va. Je crois qu'il nous montrait un truc comme qu'on avait perdu au jeu. Mais Voilà, je suis c'est pas sûr. ça. Ouais, c'est perdu, bien. d'ailleurs. Merci Adrien. Alors d'abord, on a hésité, on s'est dit est-ce qu'on fait un one shot sur l'agence ou pas pour sa sortie ? Et finalement, tu m'as dit cette chose, tu m'as dit de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses qu'à changer. Donc, Alors, depuis le podcast One Shot sur l'agence, le jeu Voilà. a peu évolué. c'était un eu- playtest. C'était un playtest. C'était un playtest, Ouais. pardon. Alors, Il y avait- depuis le playtest, Depuis tu le n'as playtest. presque rien changé. Alors non, c'est pas vrai. Il y a eu des changements, mais c'est des petits tweaks, des petits ajustements d'équilibrage, des petits. T'as rajouté le pion. Le pion bonus. le pion bonus, pion malus, oui, pour. malus, ouais. Voilà. Bon. Mais ça, c'est. Peut-être en parler quand Ouais, même. peut-être en parler. Bon, déjà En- dire à nos auditeurs qu'il y a un podcast playtest sur l'agence Ouais. auquel ils peuvent se que je vous invite à référer. aller écouter, qui est un très bon exemple de ce que peut donner une partie de l'agence. On en avait Pas vraiment- les seuls exemples de ce qu'il peut y avoir, parce qu'il y a plusieurs types de parties qui peuvent, Possible. qui peuvent naître. Mhm. En gros, l'agence, un jeu où on joue des espions au service de l'Europe. Et on va se retrouver avec les quatre grands archétypes de personnages qu'il y a en espion. Le gars de type action, donc le bourrin qu'on voit dans les films d'action type Expendables. Ouais. L'agent discret, infiltration, qui va manier le pistolet, le fusil de précision, la corde à piano pour Le aller ninja. passer, voilà, le ninja. On va voir l'agent social, le gros bagou, qui va extirper les informations dans le plumard ou bien avec une flûte à champagne lors d'une soirée mondaine. Et enfin, on a le gros geek technophile qui arrive à pirater la station Mir depuis la base lunaire. Enfin voilà, des trucs comme ça. Donc là, on voit Alors, déjà les sources d'inspiration. j'exagère l'agence un peu, Tourisque, mais voilà. hein, et puis, bien sûr, Donc on a ces Mission quatre Impossible, archétypes de ce genre personnages, et selon qu'est-ce qu'il y a comme personnage autour de la table, on aura des missions plus ou moins D'accord. orientées. Donc voilà, donc depuis, qu'est-ce qui a changé ? Alors j'ai pas tout le détail, ça date un petit peu déjà. Un des principaux éléments, c'est une chose qui me posait problème, c'est que pendant la première phase du jeu, où on crée le plan, qui est censé être, qui est joué, où on joue les agents dans une salle de briefing en train de préparer le plan de l'opération. Oui. On avait, j'avais l'impression, et ça arrivait de temps en temps, qu'on finissait par ne plus trop jouer nos personnages, mais par jouer nous en train de créer ce plan. On s'amusait, mais j'avais quand même envie qu'on parle par la voix de notre agent, que ce soit pas un petit jeu de société, mais que ce soit vraiment du jeu de rôle. Alors ça, c'était à la fois un défaut et une qualité, Bien parce que sûr. du coup, la synesthésie était très très forte, on en avait parlé, Bien sûr. entre le joueur et son personnage. C'est que du coup, au moment où le personnage est en train d'élaborer un plan pour résoudre une série d'épreuves, une série de difficultés, le joueur lui aussi est en train d'élaborer un plan ludique, de façon ludique lui, pour résoudre des situations. Et ça, on C'est avait ça. dit que c'était vraiment une des grosses forces du jeu, d'avoir partagé la narration tout en saisissant le joueur et en gardant la synesthésie. C'est-à-dire qu'on ne sort pas du jeu pour préparer le jeu. On est encore dans le jeu quand on le prépare. Voilà. Alors, Donc, et là, tu avais trouvé qu'il n'y avait pas assez Là, de... j'ai trouvé que c'était dommage que des fois on sortait justement un petit peu du personnage. Alors on était quand même dans la scène, mais j'aurais bien aimé que si on avait un agent anglais, on continuait à garder l'accent anglais si on l'avait eu au début de la partie par exemple. Et donc j'ai juste rajouté un petit élément qui est un jeton embûche, qui à ce stade-là n'intervient pas, qui est placé au centre de la table. Et si l'agent de coordination se rend compte que on sort complètement du cadre de jeu où on commence à parler règles plutôt que Ouais. parler On mission. est plus Adrien que Voilà. Zubrowska. Et qu'à ce moment-là, il prenait le jeton et ça serait un jeton en bûche en plus pour la suite de la partie. Donc en gros, c'est un petit challenge en plus qui C'est peut juste avoir lieu. un jeton. C'est C'est pas juste un grand-chose. C'est pas mais grand-chose. C'est un petit challenge qu'on aime Voilà, c'est bien un petit entendre. challenge à respecter. Voilà. Ensuite, il y a eu des petits ajustements sur sur des règles pour mieux les expliquer, etc. Donc le jeu était quasiment fini à l'époque. Mais voilà, il fallait quelques tests en plus, quelques petits tweaks. Alors Maxime, je te voyais tiquer sur la préparation du plan. Non, tu avais Alors quelque chose à c'est rajouter pas par ça, rapport à c'est juste que pendant la
première et en fait unique partie de l'agence que j'ai fait, on était à un stade où cette règle n'était pas en place et effectivement, on avait vraiment joué Les joueurs autour de la table. Les joueurs autour de la table cherchant à optimiser leur plan. Bon, d'accord. Donc c'était vraiment une règle indispensable. Après, je pense que de toute façon, sur une première partie, c'est une scène qui va être difficile. Oui. Il faut le temps de la comprendre et de prendre la chose en main parce que c'est quand même... Il y a des choses techniques en fait. Voilà, il y a pas mal des artefacts techniques qui rentrent en ligne de compte parce qu'il y a un espèce de temps en fait de déroulement des actions après qui vont être problématiques pour certains joueurs qui ne sont pas habitués à réfléchir en axiomatique. En gros, les joueurs qui ne sont pas des joueurs forcément de jeux de société. Parce qu'évidemment, là, on parle d'un jeu de rôle, mais qui a beaucoup d'influence de jeux de société dans les mécanismes. Il me semble. Moi, en fait, un des éléments que je voulais, c'est qu'il y ait alors, je vois ce dont tu parlais. Oui, mais je voulais qu'il y ait la possibilité de rater la mission. Et c'était important pour moi que le jeu soit équilibré, c'est-à-dire qu'on ne sache pas en commençant la mission si ça allait être gagné ou perdu. Donc il fallait quand même qu'il y ait un certain équilibrage et donc il me fallait une certaine mécanique derrière ça qui tourne bien. Donc c'est ça qui fait qu'il y a ce côté un petit peu difficile et abrupt la première fois. Il faut savoir que le jeu de rôle, c'est une population de gens qui sont à la fois intéressés par l'axiomatique, donc le jeu de société à l'état pur, avec par le côté règle, le côté simulation d'une réalité. Des gens qui sont plus intéressés par la littérature et la narration et ce genre de choses. Et que les gens, par exemple, comme Natacha, par exemple, qui vont attacher énormément d'importance pour la narration et assez peu pour les règles, si tant est que ça a du sens de les opposer, mais on voit bien, je pense, que ce qu'on veut dire ici. Oui, sans être une opposition. Par exemple, je sais que Flavie, je sais plus si Flavie avait joué à l'agence. Je crois que oui. On a joué ensemble. Et elle avait eu, elle est sur le playtest. Oui, et il me semble que c'est elle qui avait eu du mal au départ à capter justement toutes les règles de temps retardé, etc. Voilà. Et au moment où tu me regardais tout à l'heure, je voulais que tu cites tes sources d'inspiration pour ce jeu. À mon avis, il faut qu'on parte de la première idée de base du coup. Alors non, en fait, il voulait parler de l'aspect jeu de société. Ah d'accord, pardon. Et l'aspect jeu de société, effectivement, qu'on retrouve un petit peu, c'est dans Space Alert. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est la source d'inspiration. Space Alert. Alors, c'est pas une source d'inspiration. En discutant a posteriori, effectivement, il y a des mécanismes qu'on retrouve qui me plaisent beaucoup dans Space Alert. Donc, Space Alert, un jeu de plateau un tchèque que Jvatil, je me rappelle plus exactement un nom un peu notre compliqué. Darky national est en train de rechercher sur son ordinateur. Donc il y a un jeu où on joue une équipe de Vlada Jvatil. Très très bon jeu, très très bon auteur de jeux de société, je vous le recommande. Donc c'est un jeu où on joue une équipe de bleusailles qui sont envoyés dans un vaisseau pour aller prendre des photos de l'espace quelque part et ensuite revenir à la base. Et donc, bien sûr, quand on arrive là-bas, il y a des vaisseaux aliens, des météores, des trucs comme ça qui vont bombarder le vaisseau. Et il faut qu'on survive, qu'on défende le vaisseau et qu'on rentre à temps. Et donc, c'est un jeu où, pendant une première phase, on est chronométré par un CD, 10 minutes, où on doit prévoir toutes les actions de nos personnages. On est pressé par le temps. Alors, le CD, ça fait un peu, pour ceux qui connaissent, des vieux comme moi, qui connaissent Atmosphere, c'est un petit peu comme la cassette d'Atmosphere. Il nous donne des indications. Le vaisseau connaît une avarie dans le secteur 3. Rendez-vous dans le secteur 3. Le vaisseau est attaqué par une horde, etc. Et ça, donc, pendant 10 minutes. Le CD est calibré et ils vont nous faire piocher des cartes menaces qui arrivent, etc. Donc, on va devoir tout résoudre en 10 minutes, mais c'est pas des vraies minutes dans le sens où on a des actions qu'on planifie dans le jeu. Et une fois que la piste de CD est terminée, avec des cartes d'action, on remet le plateau comme il était au début et on résout l'ensemble des actions avec l'arrivée des menaces et on voit comment ça s'est déroulé. Donc il y a vraiment ce que les joueurs planifient et ce qui va vraiment se passer. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Enfin, en tout cas, au niveau de difficulté, parce qu'au départ, ça va, c'est assez facile, les premiers niveaux. Et après, ça se complique. Parce qu'évidemment, le CD regorge de beaucoup de pistes différentes et il propose même des pistes en aléatoire sur le site. Oui, et puis même, en fait, de toute façon, le hasard dans le jeu intervient du fait que quand le CD dit une menace est détectée, la menace, vu qu'elle est piochée dans une pile de cartes, ça va être, chaque partie est complètement différente. Donc ça, et moi, j'avais envie de dire que finalement, ce qui manquait dans ce jeu de société-là, auquel on avait joué, c'était le roleplay. On avait envie de jouer ces personnages sataniqués. Bien sûr. Mais après, ce qui fait qu'il marche bien comme jeu de plateau, c'est qu'on est pressé par le temps. On a 10 minutes. Si on avait la même chose à faire et qu'on devait faire du roleplay en plus, ça serait impossible. T'as raison. Et en gros, ce que l'on gagne à faire du roleplay, on le perd en aspect intensité de jeu.
Bon, faut imaginer ce que c'est, hein, ce jeu. C'est 4 mecs autour d'une table qui sont en train de se prendre la tête, en train de se parler entre eux, sachant que le CD fait du bruit derrière. Eux aussi, les joueurs font du bruit. Parce Va à gauche, va à droite, descends, attends l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est le bordel. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, chez vous, c'est le bordel. Donc voilà. Et l'agence fait un peu cet effet-là au début lors de la planification du plan, lorsqu'on connaît bien les règles. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, au départ, lors de la première partie, à être interrompu par... on va demander par des points de règle. Par des points de règle, on va dire attends, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça, etc. C'est comme tous les jeux finalement, il y a une courbe de progression. Tout à fait, d'apprentissage en tout cas. Ouais. Enfin, oui, d'apprentissage. La différence étant que là, par exemple, comparé à un jeu de rôle plus traditionnel, vu qu'il n'y a pas un MJ qui a les règles à gérer, et chacun doit intervenir directement. Tout à fait. Après, il n'y a pas un MJ, mais il y a un animateur. Il y a un animateur. Alors, ça peut être l'agent de coordination. C'est ce que je recommande plutôt pour les débuts de partie, celui qui a lu le manuel, qui prenne l'agent de coordination, qui gère un petit peu l'aspect règles. Ouais. Mais ça peut être, ça peut être quelqu'un d'autre, quelconque. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Tu voulais parler d'autre chose, Natacha? On voulait parler de la genèse du jeu, je crois. Non, c'est ça, parce que comme tu étais parti sur les sources, du coup, il faut. Oui, effectivement, parce que la source du jeu, l'élément déclencheur, on était en vacances et puis projection du film Mission Impossible 4. Oui, c'est ça, celui où il faut exploser le Kremlin. Oui, c'est ça. Et on sort de la séance et je dis à Adrien, c'est rigolo parce que on dirait vraiment une équipe de PJ avec des compétences qui ont une mission à accomplir, un scénario et tout ça, machin. Voilà. Et c'est parti de là. C'est parti de là, et donc on s'est dit, il faut un jeu où on ait un aspect de planification, où on prévoit la mission, parce que c'est ça dans le film, hein, c'est oui, on va faire ça, tu vas suivre la patrouille, et puis tu viens là, et puis toi avec le robot, tu feras ça, et puis ensuite je descendrai de la façade avec, enfin voilà. Et il y a plusieurs scènes, il y a la scène au Burj Khalifa, il y a la scène au Kremlin, Oui, à chaque fois il y a plusieurs missions, et à chaque fois il y a des petites missions, et à chaque fois il y a tout un petit plan qui se fait. Et puis ensuite, on les voit sur place. Et voilà. Et bien évidemment, le plan ne tourne pas bien. Voilà. Et plus il s'éloigne du plan, plus c'est difficile. Les premières missions, il les rate. La dernière, il la réussit. Mais c'est ça l'important. Et donc voilà. Je voulais un truc qui se rapproche de ça. D'accord. Et donc, il me fallait cet aspect 2 phases de jeu. Une phase, on planifie. Et une phase, on passe en mode exécution de la mission. On est sur le terrain. Okay. Et là, mais en général, ce qui se passe pour les jeux où il y a de l'adversité, c'est que généralement, il y a des joueurs qui jouent des adversaires. Ouais. Alors là, dans l'agence, il n'y a pas d'adversaire, ça c'est bizarre, il n'y a pas d'antagoniste joué. Comment ça se passe? Qui est l'ennemi dans l'agence? L'ennemi, c'est... le temps. Alors, ça peut être le temps. Moi, l'ennemi, je préfère le définir comme étant le plan de la mission. C'est-à-dire qu'en fait, le plan de la mission, c'est ce que l'on veut suivre, mais en bon méchant, il va pas se laisser prendre. Voilà. Donc on va essayer de le suivre le plus fidèlement possible, mais dès qu'on va avoir un petit problème dans la mission, on va être peut-être obligé de diverger du plan. C'est peut-être pas Jean-Paul qui devra s'occuper de déminer la voiture piégée du ministre, mais peut-être que ça sera François qui lui n'est pas du tout compétent en explosifs, mais bon, il est là disponible sur le moment. Voilà. Donc c'est ce genre d'élément qui fait la difficulté. Et le méchant, c'est il y a toujours un méchant dans un truc d'espionnage. Oui, ça peut être un méchant nommé, ça peut être une entité. Souvent, c'est Jean-Claude Van Damme. Voilà, souvent. Mais... Ou Chuck Norris, d'après mes souvenirs. Chuck Norris, c'est pas possible. Il peut pas. Flavie avait réussi. Il pourrait être méchant, mais les joueurs pourraient pas l'abattre. Alors, ce serait pas intéressant. Flavie avait réussi. Oui, non, elle lui avait arraché des poils de son torse. C'est vrai. C'est tout. Et on avait déjà dit que ça causait des petits problèmes métaphysiques dans l'espace-temps. Mais. Enfin bref, on va pas. Mais c'est Chuck Norris avec un seul R. Ah oui, c'était ça. Donc, mais moi, ce qui me surprend, c'est ça. C'est pourquoi c'est la question qui était un peu déguisée derrière ma question là. C'est pourquoi finalement de la narration partagée? Parce que c'est ce que tu choisis en termes de game design. Ce que je choisis. À cause du jeu de plateau, peut-être. Alors il y a l'aspect jeu de plateau, mais je pense pas. En fait, le vrai truc, c'est que quand on regarde un film d'espion, on sait que les gentils vont gagner à la fin, ouais. ou en tout cas à la fin de X mission, ils vont réussir la mission au-delà. Un James Bond, il a jamais de mal à se débarrasser d'un Russe. Enfin, c'est pas. Alors c'est pas qu'il a jamais de mal, c'est qu'il réussit toujours, quoi. Voilà, il a du mal, mais il réussit. Il finit par réussir. Ouais. Et la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va se prendre une balle? Est-ce qu'il va se faire capturer d'abord? Et est-ce qu'il l'élimine maintenant ou est-ce qu'il l'élimine dans 10 minutes? C'est plus ça les questions qui se posent. D'accord. Donc l'adversité, c'était pas une adversité de... Qu'est-ce qui va foirer dans le plan en fait, voilà, et comment est-ce qu'il va se remettre sur les rails et comment il va se rattraper? Et ça c'est très bien montré par le système, puisque quand les espions, donc les personnages tentent quelque chose, ils le réussissent, vu que c'est des agents entraînés, ils sont faits pour ça, tout ça, quelle que soit l'action qu'ils font.
Mais en fonction des embûches sur leur chemin, ils vont avoir plus ou moins de problèmes ensuite à gérer. Ils se seront blessés plus ou moins. Ils vont pouvoir perdre du temps. Voilà. C'est ça. En gros, décaler toutes les actions des autres. Il y a 3 effets qu'on peut subir quand on fait une action. Quand notre agent fait une action pour résoudre un problème, Adrien. on va jeter des dés. Ces dés sont des dés de danger. C'est pas des dés de réussite ou autre. On va réussir, point. C'est des dés de danger. Chaque 1 obtenu sur les dés, c'est des dés à 6 faces, c'est une exposition au danger. Là, il y a 3 possibilités. En one-shot, donc quand notre agent est en CDD, il y a 2 possibilités. C'est soit on est repéré par les forces adverses ou blessé, soit on est retardé sur l'action. C'est-à-dire qu'on va pas le résoudre maintenant, mais dans 5 minutes, parce que on est sous le feu d'une force adverse et on va pas pouvoir activer le détonateur tout de suite. Ou alors, en fait, trouver les documents dans la bibliothèque, ça a pris plus de temps que prévu. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut dire, c'est que l'agence est écrit avec un véritable second degré. C'est-à-dire que le texte est très second degré. Tu vois, tu parles de CDD, etc. C'est pas un jeu sérieux. C'est vraiment plus un jeu justement basé sur le fun. J'aurais quelques mots à te dire là-dessus d'ailleurs, parce que c'est un peu, je trouve, et c'est bien. Le premier jeu indépendant francophone, on va dire, de la cellule ou des gens qui gravitent autour de Silent Drift et aujourd'hui les ateliers imaginaires, qui est véritablement axé autour du fun. C'est-à-dire là, il n'est plus question de s'interroger sur des problématiques philosophiques comme dans disais, Sens. Il n'est pas branle-nouille. Non, c'est pas ça. Il ne branle pas du manche. En fait, il faut savoir que c'est pas de moi, c'est Croc. C'est une phrase de Croc qui dit les narrativistes branlent du manche. Je pense que c'est une référence directe, une invitation directe à nous en fait. Hein. D'accord. Parce que je pense que c'est nous les narrativistes quand on écoute Croc parler, c'est assez évident. Et donc il dit voilà, ça branle du manche. Donc là, pour une fois, ça branle pas du manche, sauf peut-être ceux des hélicoptères qu'on va. C'est ça, voilà. Quand ils auront une balle dans la tête, ça tiendra plus trop le manche. Cette fois-ci, tu as vraiment voulu faire un jeu aussi fun et tout ça. Et je me souviens qu'il y avait un petit peu dans ton discours que c'était important pour toi. Qu'il y ait un jeu, que le fun soit mis en avant. Et je me souviens de Natacha qui vient ici en me disant oui, Romaric, avec ton propos, là, t'es obsédé du propos. Oui, mais parce qu'on s'est mis d'accord après sur ce qu'était le propos aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y avait quand même cette idée que mais c'est vrai qu'il y avait forcément. L'indépendance, un message c'est pas politique. Voilà. Ou un message... Voilà. C'est ça. Indépendance n'est pas synonyme d'intellectualisme ou de arty. C'est ça. Indé n'est pas égal à arty. C'est-à-dire, il y a le côté, là, on a un jeu qui va être publié de façon indépendante et qui est vraiment classifié fun, etc., sans prise de tête. Et ça, j'ai noté que c'était important quand même. Tu peux nous en dire plus là-dessus je sais pas, qu'est-ce que je pourrais t'en dire. D'accord, ok. Tu confirmes déjà. Oui, je confirme, oui, bien sûr. Mais en fait, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de jouer au jeu de rôle que pour se poser des grandes questions métaphysiques. Enfin, c'est intéressant, mais dans la vie, passer aussi un petit moment de fun, faire un bon jeu de plateau ou un petit jeu de rôle un peu décérébré. Voilà. Et par ailleurs, Natacha. Ou alors que le but du jeu soit trop immédiatement intellectualiste. Parce que moi, que ce soit intellectualisant, c'est pas un problème. C'est que on me dise en arrivant, voilà, faut que tu réfléchisses. Ta. Parce qu'après, derrière le. Obvious, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Derrière l'agence, faut qu'il y ait un peu de subtilité dans le. Derrière l'agence, il y a quand même un petit message qui est quand même présent. C'est qu'on joue des agents européens, on joue des. Enfin voilà. Oui, il y a une critique de l'administration. Je vois du propos derrière le fun, au contraire, et c'est juste que c'est pas suffisamment évident pour on peut faire quelque chose de pop et intelligent. Oui, du pop art. Du pop art, ouais. Et c'est vraiment. Alors je dirais pas que c'est du pop art non plus, mais c'est. Si, quand même. Je pense que je peux prétendre à ça parce que je fais référence à beaucoup de culture populaire. Oui, ça fait penser beaucoup à Mission Espion, mais ça fait aussi beaucoup penser à Brésil dans l'aspect administratif à outrance. Oui, alors. L'aspect administratif, il est un petit peu présent, mais c'est pas non plus. Oui, et puis l'agence c'est quand même beaucoup plus fun que Brésil. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Natacha. Je rejoins Natacha là-dessus. C'est pas mon film préféré non plus. D'accord. Bon. Tu veux défendre Brésil. Ouais, c'est pas grave, c'est pas le sujet du podcast, c'est pas grave. Non, mais bon, voilà. Enfin, moi, je trouve c'était intéressant, en tout cas d'un point de vue publication, de montrer. Mais tu n'es pas le seul. Je vois des gens comme Christophe Buckley et tout ça aussi, souvent ont tendance à nous reprendre un petit peu sur ces points-là, en disant attention, indépendance, ça veut pas forcément dire arty et tout ça.
Et nous, à vrai dire, à part peut-être au début, quand on commençait tout juste à connaître l'indépendance avec Fabien et Frédéric, on s'est dit ça, que ça pouvait éventuellement faire. Mais jamais on a associé les deux. Si, enfin, tu vois. De fait, aujourd'hui, ils sont associés parce que nos jeux, c'est tous des jeux. Mais à la base, Sens, c'était pas vendu du tout comme un jeu intello. C'était justement vendu comme un jeu. Moi, je pense que c'est justement une des puissances de Sens. Enfin, que Oui, ça peut-être, commence ouais. par le fun et que petit à petit, on aille vers. Ouais. Mais Et bon. puis on le retrouve dans plein d'éléments quand même dans le sens. Hein. Mais je trouvais ça intéressant en tout cas que voilà, t'aies cette qu'en plus de la démarche que tu as eue avec l'agence qui n'a rien à voir avec ça, ça nous permet aussi d'avoir un autre propos qui nous détache de cette vision de cette de l'indépendance, c'est forcément quelque chose de intellectualisant, etc. Là au moins voilà, on a un truc fun qui arrive et qui montre que l'indépendance c'est pas uniquement ça. Voilà, c'est vraiment juste une parenthèse. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure Adrien qui me fait beaucoup rigoler, c'est quand on t'a parlé des playtests, t'as dit ça date un peu. Mais il s'est passé du temps entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas eu des emmerdes au niveau de la publication? C'était dur. Non. Alors, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, déjà. Parce que ça devrait déjà être sorti. Au moment où on est rentré en contact, Maxime. j'étais encore dans mon école. C'est ta faute, Maxime. T'entends? En quelque sorte. Disons que Maxime. j'ai fait l'école Émile Cole à Lyon, qui est une école qui est assez exigeante. Et prestigieuse. Donc félicitations à toi quand même. Merci. Qui est un peu exigeante et qui fait que je n'avais pas forcément le temps de réaliser l'agence, et quand j'ai eu le temps, plus l'énergie du tout. Quand on enchaîne une année complète suivie de 2 mois de stage et qu'on a un mois pour se reposer, et ben on se repose. Je suis désolé, je ne pouvais plus faire l'agence à ce moment-là. Voilà. Après quoi, effectivement, j'ai été libre cet été. Enfin, à partir de cet été, donc j'ai travaillé pendant 1 mois et demi sur les illustrations. Ça s'est fait très vite, les illustrations. Pendant 1 mois et demi. Après quoi, j'ai fait la mise en page. On est arrivé assez vite sur une maquette assez bien, mais Merci. Ensuite, il y a eu les soucis techniques. Ouais, là, j'ai devant moi la première Maquette. impression, la première maquette. Bon, il y a des petits soucis, mais Donc c'est sur normalement, Lulu, hein. ça sera sur Lulu, ouais. Via Lulu. Alors normalement, ça c'est sur Lulu au moment où vous écouterez D'accord. ça, je pense. Là, c'est vraiment une affaire de 1 semaine, 2 semaines, même pas. D'accord. Donc, Donc on a en face la première maquette, et la première chose qu'on peut dire par rapport à cette maquette, c'est que elle est très différente, là encore une fois, de ce qu'on trouve dans les jeux indépendants en règle générale jusqu'à aujourd'hui. Francophone. En fait, chaque fois que j'entends jeu indépendant, j'entends oui. jeu indépendant francophone venant de Silent Drift et des ateliers imaginaires. Au tout début, donc Maxime devait faire les illustrations et j'avais fait une mise en page sous Word, un truc basique qui me plaisait bien par certains côtés, mais bon. Et puis Maxime m'a proposé de faire aussi la mise en page parce qu'il avait acquis là, une nouvelle tout a compétence changé. pendant l'été. Et là, tout a changé. Ouais. Et là, tout a changé. Alors, bon, déjà, je tiens à préciser, je ne suis pas graphiste. Je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, dans le métier... Je suis pas un graphiste. Merci. Non, c'est quelque chose de vraiment annexe. À la base, je suis Ouais. vraiment Dessinateur avant tout, exactement. Mais seulement dans mon école, toujours, on nous apprend quelques outils qui permettent de faire de la mise en page. Donc, je ne prétends pas être un professionnel là-dedans, mais je suis capable de faire un truc à plus un de niveau gueule débutant que le mec. plus 1 quoi. Voilà, Et ça, c'est ça. Et ça, ce plus 1, franchement, il change tout. Quoi. Oui, il change tout. Ah, ça a de la gueule. Enfin, j'ai pas envie de faire de l'autopromo, c'est pas trop mon genre. Quand mais moi, là, c'est vraiment. Quand tu m'as montré le truc par mail, je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'Adrien m'a envoyé un mail en me disant ça y est, Maxime s'est réveillé. Non, c'était sur Skype, je crois. Ou c'était via Skype, ouais. Et ça y est, c'est bon, on est en train de bosser dessus et tout, tu vois. Alors que moi, je commençais à plus y croire parce que ça faisait quand même longtemps que c'était en gestation. Et il me dit si, ça y est, c'est parti et tout. Là, on est en train de bosser comme des oufs dessus. Et il m'envoie la première page. Ça m'a fait tomber sur le cul, quoi. Je m'attendais pas du tout à ce que au niveau graphique, ce soit aussi léger. C'est-à-dire que là, on est presque au niveau d'un jeu professionnel des années. Oui, c'est ça, de ces années-là, quoi. Alors, c'est un jeu professionnel. Oui, non, mais ce que je veux dire, d'un c'est jeu édité, peut-être. D'un jeu édité, voilà. Alors, c'est compliqué là, parce qu'on rentre dans l'aspect qualitatif. Mais c'est sûr que jusqu'à maintenant, les indépendants ont toujours privilégié la partie et l'expérience qu'on a du jeu sur l'emballage.
C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, des indépendants avaient avant tout mis le paquet sur les règles du jeu, l'histoire. Alors, encore une fois, quand je parle des indépendants, j'ai jusqu'à maintenant la production francophone. Mais en fait, je n'irais pas dire jusqu'à dire l'emballage, parce qu'en fait, il y a des jeux qui sont quand même bien présentés. C'est juste que la différence entre quelqu'un qui fait la maquette sous Word et sous un logiciel qui fait pour. Là, c'était sur quel logiciel en c'est l'occurrence? InDesign. InDesign, tout à fait. Ça permet de faire vraiment des choses différentes. Des choses vraiment différentes, la mise en page à 2 colonnes avec des petits post-it, avec des petites agrafes qui sont insérées à gauche à droite, qui donnent vraiment un aspect plus vivant au livre. Alors ça, c'est très important aussi parce que c'est l'agence. Ouais. Et l'agence, c'est bureaucratique, etc. Donc c'était intéressant d'avoir des documents qui aient dans la base l'aspect de documents, de fiches, de notes qui sont laissées sur des bureaux. Voilà. Tu n'allais pas me faire une mise en page comme ça, Maxime, pour Sens, puisque Sens, c'est censé être un bouquin de philo, tu vois, enfin presque. Non, tout à fait. Après, c'est vrai que j'ai pas tellement lu de livres de jeux indépendants, donc j'étais assez peu influencé par ce que j'aurais pu voir par ailleurs. T'es parti sur les jeux du commerce, quoi. Oui, voilà l'expérience que j'en ai. Donc, d'où effectivement le modèle à 2 colonnes avec des aides de jeu qui sont dans des encadrés, etc. Voilà. Donc ça reste du A5 par contre, faut le dire, parce que là de la manière dont on le présente, on pourrait avoir l'ambiguïté, mais ça reste du A5. C'est du couverture A5, souple. ça fait 102 pages et voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de la mise en page, c'est vraiment très 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 sympa. Ça gagne en clarté, ça gagne en c'est plus coïncident aussi avec le thème, comme tu le disais, avec les petites agrafes, les petits trombones. T'as travaillé ça à fond, Max? Le thème, l'adéquation thème, comment t'as fait pour bosser ça? Enfin, t'as lu le texte, tu t'es dit tiens, je vais. Comment ça se passe dans la tête d'un graphiste? C'est venu assez rapidement en fait, enfin rapidement. À partir du moment où je m'y suis mis. Comment dire? En fait, il y a plus d'1 an, on était rentré en contact. Voire même plus que ça. Octogone. Enfin bon, on était rentré en contact. T'avais dit quel style tu voulais pour les illustrations et t'avais parlé aussi de l'aspect un peu sarcastique sur l'administration, etc. Ouais. Et donc pour moi, il fallait que ça ait l'air effectivement d'un dossier un peu fourni. Et donc d'où l'idée des post-it comme pour expliquer le langage bureaucratique ou ce genre de choses. Voilà, c'est venu assez vite de ce côté-là. Enfin, l'idée que ça ressemble à un dossier. Comment vous travaillez tous les deux du point de vue technique? Vous échangez beaucoup via mail, vous discutez énormément, tu lui envoies des trucs, il te fait des retours, Maxime? Oui, mail et Skype. Pas mal de Skype. Ouais. Beaucoup de Skype. En fait, c'est important d'avoir des retours visuels et pouvoir discuter sur du visuel, et le partage d'écran Skype, c'est bien pratique. Ouais, voilà. Surtout qu'on n'habite pas dans la même ville, donc on n'habite plus dans la même ville. Vous habitiez à Lyon tous les deux, et là maintenant t'habites à Paris, toi, Adrien. Et au niveau financier, vous voulez en parler? Moi, ça me dérange pas d'en parler, Maxime. Alors comment ça se passe entre vous? Je touche une part sur les ventes, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Combien? Eh bien, 2,50 €. C'est ça. Par livre. 2,50 € par livre vendu. Et ils sont vendus combien, Adrien? Ils seront à 19 €. 19 €, c'est ça. En Alors, gros, pour vous donner un ordre de prix, si vous faites une partie à 5, c'est moins cher que du cinéma, et je vous propose une expérience qui est mieux. Bien vu, tu vends bien ton truc. De toute façon, moi 19 €, ça ne me choque pas du tout pour un rendu de ce qualité-là. Enfin voilà, moi j'aurais même mis plus cher personnellement, mais bon. Pourquoi tu l'as mis à 19? Alors pourquoi 19? Je pense que 20 € c'est intéressant. Enfin, 20 € c'est un cap symbolique, je trouve. Donc faire un tout petit peu moins, c'était histoire de le 19,99. Voilà. Ouais. Mais avant de le cap symbolique, c'était 200 francs. Ah bon? Bah oui, c'était 199. Ouais, du coup, c'est 30 €. C'est pas la même chose, mais bon, peu importe. Donc c'est de l'ordre de 20 €. Mais c'est vrai que ça a joué quand même ce cap symbolique. Ça, je te dis, je veux pas avoir le 2 en chiffre des dizaines, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait ça un petit peu. Après, un calcul que j'ai fait, grosso modo, c'était combien me rapportera un livre. Et il fallait pas que ce soit une somme trop faible parce que. Combien tu touches là par livre? Là, alors le livre. Donc il est vendu 19. Il est vendu 19 €. Il y a 1 poche. Il y a 1 € de TVA. Lulu, je sais plus exactement comment il est en poche, mais je crois que c'est de l'ordre de 2 ou 3 €. D'accord, ouais. 4 € d'impression à peu près. Il y a 4 € d'impression, Maxime 2,50 €. Donc on est à 1, 2, 3. On est à 7 € déjà, grosso modo 7-8 €. Donc là, sur un livre, ça me fait à peu près 10-11 €. D'accord, ok. Ouais. Voilà.
Donc toi, cette rémunération, ça te satisfait, Maxime? Ben oui, Bon, alors après, tu fais ça parce que c'est du jeu de rôle aussi, j'imagine, ça. exactement. Bah après, je suis en début de carrière. Je peux pas, pour l'instant, exiger que l'argent pleuve chez moi. D'accord. Non, c'était une expérience. Déjà, j'avais pas fait beaucoup d'illustrations sur le sujet de l'espionnage, donc c'était aussi l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus dynamique que ce que je fais d'habitude, etc. Donc c'était une expérience intéressante. Ensuite, on s'est aussi mis d'accord sur qu'à partir d'un certain nombre de ventes, on va revoir son prix à la hausse. D'accord, ok. Parce que c'est, enfin voilà, pour l'instant, on fait un. Parce que toi, ouais, d'accord. T'as une espèce de. T'attends pas de retour financier particulier de l'agence. C'est une de mes questions. Elle va venir. Moi, Qu'est-ce que t'attends de chacun l'agence? d'entre nous. Alors, moi ou Maxime. Alors, vous deux, qu'est-ce Très que bien. vous attendez comme retour de l'agence? Et j'ai 3 niveaux. Au niveau des ventes, au niveau des retours des joueurs, et est-ce que vous deux, vous comptez en faire tôt ou tard votre métier du jeu de rôle, ou de l'illustration, etc. Comment vous voyez tout ça? Alors déjà, peut-être les retours vis-à-vis des ventes. Vous Nombre de imaginez ventes comment? Ouais. Alors, si je suis optimiste, on va dire 100 ventes. C'est le Sur cap. combien de temps? 100 ventes, on va dire Rapidement, sur 2 ans. quoi. Non, sur 2 ans. Ah, sur 2 ans. Sur une. Ah, t'es pessimiste. J'espère plus pour toi quand même. Je suis plutôt pessimiste, mais disons qu'à partir de 100 ventes, je serai satisfait. Disons que ça sera pas un flop pour moi. D'accord. Et après, après tout ce qui est en plus, c'est du bonus. Donc là, Ouais. oui, effectivement, j'estime que ça sera plus que ça. Oui, je pense. Mais je préfère. Enfin voilà, c'est un peu le chiffre que j'avais en tête. Pour te donner une idée, avec Prosopopée, Frédéric est récemment arrivé à 200 ventes. Je sais pas depuis combien de temps il est sorti, 4 ans peut-être. Je pense que c'est plus faisable pour toi avec un jeu qui mise beaucoup sur le fun. Enfin, je pense que ce jeu est beaucoup plus facilement Oui, il est plus facilement vendable plus à facile des à joueurs de jeux de vendre, société effectivement, que certains autres jeux que indépendants. Prosopopée. Voilà. Donc, je pense que tu pourras atteindre 200 en 2 ans facile, quoi. Enfin, j'espère quand même. Oui, après, voilà. Donc, dans les petites infos, D'accord, ok. si jamais vous êtes sur Paris et que vous n'avez pas envie de payer les frais de port, on peut s'arranger pour se croiser un jour au Caves Alliés ou autre. Alors, je ne serai pas forcément là souvent, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis une fois que vous êtes suffisamment nombreux, on peut se retrouver là-bas. Enfin, voilà. Pour faire une démo même. Pour faire une jouer. démo, enfin voilà, il y aura moyen de se croiser pour. Ça, c'est intéressant comme information. Ouais. En tant qu'indépendant, ensuite- tu n'oublies pas la proximité. Et ensuite, j'essaierai Oui. d'aller en convention le plus souvent possible pour présenter ça. D'accord, ok. Ça et puis peut-être d'autres choses à l'avenir, on va voir. Donc toi, tu vois, en termes de retour, tu veux faire autre chose après. Voilà, c'est parce que je sais que par exemple quand je parle, pourquoi je vous pose toutes ces questions, c'est parce que quand je parle avec Fabien, il me dit oui, moi tu sais, le jeu de rôle, voilà, j'en publie, si ça se vend c'est bien, si ça se vend pas, tant pis. Est-ce que vous avez vraiment l'intention plus tard en tant qu'indépendant d'en vivre du jeu de rôle à un moment donné, de faire un peu comme moi, quoi, Alors du jeu, faire un peu comme toi, oui. Enfin, c'est-à-dire le jeu de rôle, seulement le jeu de rôle, je suis pas sûr. Parce que Moi, je vis pas seulement du jeu de oui, rôle. bien à l'heure sûr. actuelle, Mais je fais aussi des beaucoup de cours. jeux de plateau. J'ai un projet qui est déjà bien avancé. D'ailleurs, il faudra que tu me présentes un éditeur ou deux, ou s'il y en a qui écoutent, qui seront intéressés pour passer tester ça un jour. Les oiseaux de nuit. C'est ça. Dire le nom. Ouais, Voilà, donc c'est. J'y crois. Je pense que c'est un milieu dans lequel c'est difficile de se tailler sa part. Donc je reste lucide et je me fais pas d'illusions. Mais si jamais l'avenir fait que je peux en vivre, ce sera avec un grand plaisir que j'en vivrai, que je continuerai à créer des choses. Je l'espère toujours. Donc tu as quand même cette idée-là Bien derrière sûr. la tête. Et toi, Maxime? Alors moi, en termes d'objectifs de vente, je pense que Adrien était assez réaliste. Enfin, je suis un petit peu dans les mêmes attentes à ce niveau-là. Après, moi, c'est surtout une marche pour aller vers d'autres projets, etc. Parce que moi, je ne me vois pas demain faire un métier qui n'ait rien à voir avec l'illustration. Donc voilà, pour moi, c'est un premier projet. D'accord. Qui ouais. devrait, j'espère, Une mise me à mener l'étrier. vers d'autres choses. Voilà. Et d'ailleurs, je D'autres projets. recommande vivement Maxime. Ouais, Des alors gens qui ça, seraient c'est- intéressés par un illustrateur. Vous aurez son contact sans doute disponible. Il est dans le livre, il sera sur le blog de l'agence. Il sera, enfin, si vous le trouvez pas parce que vous avez du mal,
et que vous arrivez à m'envoyer un mail à moi, je vous le transférerai, etc. Voilà, Donc, et puis de toute façon, l'agence ira avec son site, et puis vous pourrez aussi, puisque je pense que tu auras une rubrique sur les ateliers imaginaires quand l'agence sera sortie, tu demanderas une rubrique. J'imagine que Maxime, il traînera de temps en temps, donc vous pourrez éventuellement lui demander. Je ferai un effort. Ou au pire, je ferai le sous-marin. Et ça, c'est très important ce que tu dis là, Adrien, parce que moi, je reçois quand même pas mal de mails, et même sur les ateliers, on a pas mal de gens qui viennent et qui nous disent oui, c'est bien sympa l'indépendance, tout ça, vous proposez des jeux, mais moi par exemple j'ai des jeux sous le coude, mais j'ai pas d'illustrateur, j'ai pas de graphiste. Moi j'ai eu beaucoup ce problème aussi, hein, en fait. Au tout début, je suis tombé sur Maxime grâce à ça, en fait, c'est que je cherchais un illustrateur et Maxime était présent sur les ateliers, donc j'ai envoyé un petit mail et ça s'est fait comme ça. Ouais. Ouais. Donc, et effectivement, moi j'avais pas beaucoup de pistes d'illustration et il s'avérait que ça s'est passé super bien. Enfin, le style graphique, la qualité, voilà. Bon, après la disponibilité, mais ça c'est une autre question parce qu'il était étudiant à l'époque, donc c'est voilà, j'ai jamais eu de frustration. Enfin, non, de frustration, non, jamais eu de frustration à ce propos-là. Je savais que ça prendrait le temps qu'il fallait, j'étais pas pressé parce que de toute façon, voilà, c'est pas mon métier. Enfin, c'est pas mon salaire de tous les jours. Bien sûr, ouais, tout à fait. C'est intéressant. Tu voulais intervenir, Natacha ? Oui, je voulais juste dire à propos de c'est vrai que à propos de l'indépendance et des problèmes que ça entraîne, c'est vrai que j'ai particulièrement vu moi au cours des problèmes de conception de la maquette à quel point il faut avoir la foi en l'indépendance pour ne pas céder à la facilité d'un éditeur qui réglerait tout ce genre de problèmes là, parce que enfin, outre les problèmes de trouver un illustrateur, après, si on veut faire une mise en page qui est de la gueule et qui envoie du pâté, et ça prend du temps. Ouais. Ça prend, non seulement ça prend du temps, mais ça prend la tête aussi. Enfin, vraiment, c'est. Natacha se prend très facilement la tête aussi. Il faut faire attention à ça. Hein. ouais, mais bon, enfin. Elle est plus stressée que moi à propos du jeu, quoi. C'est juste que j'ai envie que ce soit fini et qu'on passe à autre chose, quoi. Mais bon. Non, mais c'est je suis désolée, c'est un excellent jeu. Je viens de descendre un truc, mais c'est. Il y a des moments où moi aussi je devais avoir la foi quand j'essayais de faire, quand je faisais des corrections à la mise en page à 1h du matin, oui. Ouais, il y a eu des. Ouais. Alors ça c'est. Ouais. Et puis moi, à force de le relire, je le connaissais presque par cœur, donc c'est pareil. Et quand tu connais par cœur, en plus tu relis mal. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, fallait que je me coupe dans mes sessions de relecture et que je m'oblige à pas relire d'un coup parce que sinon, c'était inefficace et. Bon, après, il y a un truc qui va vous motiver. Il y a plusieurs choses à répondre à ce que vous venez de dire, mais c'est par exemple le témoignage de Vivien Féasson récemment sur les ateliers imaginaires qui disait il y a quelques mois en 40 exemplaires de Perdu sous la pluie vendus, j'ai déjà gagné plus d'argent en étant indépendant avec mes 40 exemplaires vendus de Perdu sous la pluie que je n'en ai gagné avec les Erandukyo qui s'est vendu à 200 exemplaires chez mon éditeur. Ouais. Alors ça c'est la motivation financière de ce truc. C'est pour ça que je vous demandais est-ce que vous comptez en vivre, etc. Parce que généralement le profil de l'indépendant c'est le profil du gars qui commence gentiment à mettre ses billes dans le jeu de rôle. Alors j'aime pas trop l'expression tailler sa part que t'as employé. Pourquoi ? Parce que je pense pas qu'on soit concurrent. Non, bien sûr que non. Du coup, tailler sa part, ça supposerait que quand tu prends une part, tu m'enlèves ma part à moi, tu vois. Alors que moi, je suis persuadé qu'au contraire, plus il y aura d'agences à se vendre, plus il y aura de sens à se vendre et inversé. C'est possible. Les deux. Et voilà. Et ça, j'en suis convaincu. Oui, bien sûr. Non, mais je parlais pas en termes de concurrence entre. Non, mais pas tailler la part d'un gâteau qu'on découvre. Non, effectivement, ouais. Et c'est pour ça que. Mais par contre, généralement, quand on s'oriente vers l'indépendance, c'est vrai qu'en général, c'est plus quand même dans l'idée que on veut une grosse marge. Une grosse part de son gâteau, du prix de vente, de son chiffre d'affaires, pour pouvoir en vivre. En gros, là, j'aurais 50% du prix de vente, ce qui est la marge que se fait un vendeur de vêtements, hein. Enfin, de quoi que ce soit. C'est 50%, c'est la marge en général. Après, moi outre l'avantage financier, c'est que quand même, tu as pu choisir de A à Z tout ce que tu mets, tout ce que tu fais, tout ce que tu veux transmettre. Bien sûr, mais si ça se trouve en passant par un éditeur, t'aurais même pas pu choisir ton titre. Enfin, c'est ça le gros scandale. Oui, mais en fait, c'est moi le conflit, je le mettrais pas là. Enfin, le vrai truc, c'est qu'il faut voir que l'éditeur, c'est un confort aussi. Ouais. C'est que au lieu d'y passer 200 heures, enfin, je sais pas combien d'heures j'y ai passé. Oui, mais c'est ça. Mais c'était ce que je disais juste avant. Hein. Enfin. Maxime voulait intervenir. Juste une petite parenthèse sur l'aspect financier, éditeur contre indépendant. Il n'y a pas de contre-indépendant. Encore une fois, on n'est pas en opposition. Une distinction d'un point de vue financier. Alors, je parlerai pour le milieu de la bande dessinée, par exemple, ce dont j'ai beaucoup entendu parler. Sur un livre en général,
Les auteurs touchent 10% du prix de vente. Ouais, c'est entre 7 et 20, je crois, selon. Autrement dit, pardon, excuse-moi, sur le prix de vente de 19 €, si ça avait été une bande dessinée chez un éditeur, par exemple, bah en fait, nous deux, moi et Adrien, on aurait touché moins que ce que moi tout seul je touche là, sur chaque exemplaire. C'est tout à fait Et on se serait partagé un peu moins de 2 €, à nous deux. Voilà, donc ça fait réfléchir quand même. Parce qu'en fait, il faut voir que chaque acteur du marché se prend sa part. C'est normal, hein, s'ils veulent vivre, le distributeur, le vendeur, l'éditeur, les relecteurs, etc. Et donc, c'est un choix. À un moment, il faut faire. Est-ce qu'on fait tout seul? Ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Mais en même temps, on acquiert des compétences. Donc la fois d'après, ça sera un peu plus rapide et on saura faire. Maintenant, vous savez travailler tous les deux. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez des exemples Bon, j'ai pas envie de refaire le match éditeur versus indépendant. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition. Pour moi, c'est pas un match parce que, c'est très possible que mon prochain jeu, j'aille voir un éditeur parce voilà, que. Tout à fait. C'est ce que tu disais avec ton prochain jeu de société. Mon jeu de société, c'est clair que j'ai pas envie d'éditer un jeu de société en indépendant. Parce que tu sais pas faire. Je sais pas faire, c'est trop compliqué. Il y aura un aspect graphique beaucoup trop important pour que on puisse faire ça avec Maxime sur un coin de table, je pense. Donc, je sais pas. Après, peut-être qu'un éditeur pourra nous permettre de travailler toujours ensemble dessus, mais. Enfin voilà. Mais non, mais puis même il y a un moment, il faut faire des choix et ces choix on les fait au fur et à mesure selon les situations. Lionel Jean qui a publié avec un éditeur romance érotique. Pour moi, il a fait un très bon choix. Ça a permis un très bel objet. Il en a retiré une leçon. Oui. Et ensuite, voilà, maintenant, il a même de faire des éditions pour la suite. Et d'ailleurs, bisous, Lionel. Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est clair, hein, putain, ça fait super longtemps qu'il n'est pas venu à la cellule. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui, je voulais dire que c'est pas parce qu'il y a débat qu'il y a conflit. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on dit éditeur versus indépendant, c'est deux modèles qui se confrontent en débat. C'est un débat, chacun fait son marché dans le débat, selon le modèle qui le convient le mieux. Puis, en fait, c'est pas un conflit, on n'est pas en opposition. En fait, il n'y a pas d'indépendant au final, parce que tout le monde est éditeur. Quand on est indépendant, on est son propre éditeur. Absolument. Donc, c'est... Absolument. Voilà. Parce que quand j'ai pris l'exemple des éditeurs de bande dessinée, je dis pas que l'éditeur est un escroc. Bon, il doit y en avoir, mais... Oui, voilà, c'est ça. Après, il y en a partout. Mais néanmoins, c'est pas une position confortable pour autant. Le libraire touche 50%, les librairies sont pas toujours dans une situation facile. C'est quel que soit le marché à l'heure actuelle dans la culture, il y a pas de position confortable. Et donc c'est pas une opposition effectivement. C'est pas une rivalité ou un conflit, quoi. Mais tu vois, derrière ces questions-là, il y a aussi la question qu'on vous pose indirectement à vous, auteurs de l'agence. C'est pourquoi avoir choisi l'indépendance dans le cas précis de l'agence. Et on voit, quand on creuse un petit peu cette question avec vous, que la première réponse, finalement, c'est parce qu'on pouvait le faire. Oui. C'est parce qu'on pouvait le faire. Clairement, ouais. Et deuxième réponse, en fait, même pas. Vous n'avez même pas abordé l'aspect financier. C'est moi qui ai été obligé de vous poser des questions sur cet aspect-là, parce qu'en fait, vous deux, vous avez à côté de ça des recherches d'emploi différents. Vous êtes employé ailleurs, et voilà, vous n'avez pas de nécessité, tu vois. Et donc, alors pourquoi l'indépendance ? Parce que vous pouviez le faire, et c'est tout. Il n'y a pas une démarche derrière. Non, je crois que c'est parce que je peux le faire, c'est tout. Ouais. D'accord. En ce qui me concerne, il y avait aussi l'idée que si je dois attendre à chaque fois qu'un éditeur vienne me chercher pour travailler, je travaillerai pas. Il faut commencer à faire justement à créer des choses, à les sortir pour se créer un public et un réseau et trouver d'autres emplois derrière. Ouais. Voilà. Et Adrien disait à demi-mot tout à l'heure qu'une des grandes forces de l'indépendance, c'est qu'elle fait acquérir des compétences énormes à ceux qui y participent. Et voilà, après, pour ce qui est d'aller en convention et tout, moi j'ai vu énormément d'auteurs édités par des éditeurs faire eux-mêmes les conventions, etc. Donc faut pas croire non plus que l'éditeur ce serait du tout facile, du tout cuit dans le bec. C'est plus facile, il y a moins de merde, mais quelles sont les merdes que vous avez rencontrées rapidement pour dégoûter les gens de faire des choses soi-même ? Je pense que la plus grosse, c'est la dernière et qu'on vient de résoudre il y a 1 heure, même pas. Avec une ruse dessus. Ouais, une ruse dessus. Lorsqu'on enregistrait le fichier InDesign en PDF, on avait certaines pages ou certaines illustrations
genre les textures cuir qui sont en fond de certaines pages et certaines illustrations qui étaient plus foncées que d'autres. Et il y avait absolument aucune raison apparente. C'est au moment de l'encodage du PDF Ouais, que ça faisait ça. Sur InDesign, c'était clair. Enfin, c'était la même chose des deux côtés de la page. Ouais. Et puis, lorsqu'on avait en PDF, il y avait page 60 foncée, page 61 à côté qui avait la même texture en clair. Enfin voilà, et ça nous a pris 3 semaines. Ah, ça, oui, tout à fait. Alors, enfin, faut aussi voir que on bosse la journée, donc on règle ça le soir quand on est dispo. Donc ça veut dire pas beaucoup de temps. Donc voilà, ça a pris 3 semaines, mais si on a quelqu'un de plus disponible, peut faire ça peut-être plus vite. Mais bon, d'accord. Ouais. c'est. Et voilà, puis là aussi, il a fallu trouver les compétences pour résoudre le problème, quoi. Alors là, vous avez bidouillé, quoi, carrément. On a contourné le problème. On a contourné le problème, ouais. C'est énorme. Comment vous avez fait, au final? Alors, avec un peu de chance, vous Désolé, ne le verrez pas. À... Oui, alors, c'est révéler. simple. Donc, pour que vous visualisez le problème, vous qui n'avez pas l'image. Ah, c'est pas facile. 2 pages en vis-à-vis avec une texture cuir en fond, pour faire genre le dossier, la chemise qui range les documents, sur laquelle est posée une photographie. Donc la texture de cuir qui fait le fond de la double page est censée être continue et identique sur les 2 pages. Bah oui. Problème, d'un côté, elle est beaucoup plus foncée que de l'autre. Ça fait bizarre. Donc la technique qu'on a utilisée, c'est tout simplement d'avoir la photo qui prend tout le fond d'un côté de l'image. Comme ça, on ne voit plus la texture cuir qui est trop foncée. Ça, c'est exactement chelou cette histoire, quoi. Je sais pas comment vous avez réussi à faire ça. Moi, ce que j'ai eu, c'est des problèmes avec Word au niveau de l'encodage du PDF, où tu avais des images qui frisaient, où tu avais des bugs. Alors avec InDesign, c'est quoi InDesign en fait? C'est comme type de logiciel, Maxime? C'est un logiciel de la suite Adobe qui est destiné à faire de la mise en page. Donc ça permet de placer rapidement des blocs de texte, de les déformer, de les chaîner les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on peut faire on fait des petites boîtes et puis on peut faire couler le texte d'une boîte à l'autre. D'accord. Ça permet d'importer des éléments graphiques, des images, etc. Donc c'est conçu pour mettre en page pour mettre en forme du texte et l'assembler avec des images. C'est libre d'accès ou c'est payant et assez cher? C'est un logiciel de la suite Adobe qui est assez cher. Assez cher, ouais, c'est super rush. Alors c'est assez cher. Adrien. C'est pas le logiciel le plus cher que je connaisse en termes d'outils professionnels. Hein, d'accord. C'est pas ce qui vous permet de calculer. C'est quoi? C'est de l'ordre de 60 € par mois, c'est ça? Tu disais? C'est ça. Ouais. C'est quand même rush. Moi, il y a des logiciels que j'utilise pour le boulot qui coûtent 70 000 € la licence. Donc, enfin bon, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, enfin voilà, ça reste Après, abordable pour. Il y a la particularité d'Adobe qui est passé l'année dernière sur un système où plutôt que de sortir des versions successives, on est sur un système d'abonnement. Donc, on peut acheter la suite et ça coûte très cher, je ne sais pas combien, mais on peut aussi louer la licence pendant un temps pour s'en servir. Voilà. D'accord, ok. C'est un système qui est pas mal. Pour toi, Maxime, l'agence, c'est pas un projet personnel. Tu découvres le projet alors qu'il est déjà achevé. Ce qui explique aussi pourquoi mais du coup, tu embarques dans le bateau alors qu'il est en marche. Donc pour toi, c'est un peu une commande. Tout à fait. Alors, comment tu traites une commande? Est-ce que tu as eu du mal à rentrer dans le truc? Est-ce que c'était facile? Comment tu as appris le truc? J'aimerais bien savoir ce que ça fait du côté de l'illustrateur. Parce que nous, à la cellule, on parle beaucoup auteur, mais qu'est-ce que ça donne côté illustrateur? C'est variable en fait. Il y a des moments où ça coule plutôt bien. Il y a des moments où c'est plus compliqué. C'est vrai qu'en plus, entre le moment où Adrien m'a contacté et le moment où où j'ai vraiment travaillé le projet, donc à partir d'août 2014, effectivement, mon style avait un peu évolué et donc j'étais sur des démarches plus réalistes en général. D'accord. Et donc là, je me suis un petit peu forcé à faire des choses un peu plus BD et un peu plus dynamiques. D'accord, ouais. Donc effectivement, au début, quand je m'y suis remis, ça a été un petit peu difficile. Après, c'était très sympa à faire aussi. D'accord. Je suis pas quelqu'un qui est un obsédé du style justement. Enfin, je préfère m'adapter à des projets, il y a des ambiances, des environnements et des univers plutôt que d'imposer un aspect. Enfin, il y a des choses qui me parleront plus ou moins. Tu aimes travailler pour les autres? Tu n'as pas une ambition personnelle démesurée de ton travail et de tes œuvres? Non, je ne me place pas en tant qu'auteur avec un
immense A. Un immense A de artiste, c'est ça? Ouais. C'est ça, non, je suis Tu es quelqu'un un mercenaire? Est-ce que tu te définirais comme ça? Pas nécessairement, parce que j'ai aussi des projets à moi. C'est juste, je préfère me mettre au service de l'œuvre plutôt que À ton service, à toi. Enfin, plutôt que mettre l'œuvre à mon service, exactement. D'accord, ok. C'est beau, enfin c'est Ouais. noble. Mais après, alors, Adrien. j'avais pas ressenti ça en août quand tu l'as repris. Par contre, je sais qu'au tout début, donc quand tu avais commencé à faire les premières esquisses, enfin, la question s'était peu posée parce que tu avais commencé à faire quelques esquisses et très vite, moi, ça me plaisait. Donc, Voilà, en c'est fait, ça aussi. j'étais pas j'avais pas une vision très finie de ce que je voulais. Ouais. Le seul élément que j'avais assez précisément, c'est à quoi devait ressembler la couverture. Ouais. En gros, c'est inspiré par la Situation Room, qui est donc une photo prise à la Maison Blanche lors de l'assassinat de Ben Laden Ouais. par les forces américaines. Et donc, cette photo avait fait un buzz énorme. Et donc, la mise en scène, on va dire, sur cette photo me plaisait. Et donc, j'avais envie de quelque chose qui rappelle un petit peu ça. Voilà. Donc, c'est le seul élément que j'avais. Et qui reflète la part de planification, qui est la C'est ça, particularité du exactement, jeu ouais. par rapport à un autre jeu de rôle classique qui aborderait l'espionnage. Voilà. Et donc, du coup, toi, est-ce que c'est une des illustrations qui t'a demandé le plus de temps? Alors oui, j'imagine parce que c'est la couverture, mais en dehors de, et du coup, c'est de la couleur par rapport, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la couverture est en couleur, que l'intérieur est en noir et blanc. Oui. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Oui, voilà. donc pour ça a pris du temps. Je suis passé sur de multiples versions. J'avais fait des premières versions au trait avant que je me mette à travailler quasi exclusivement en numérique. Donc voilà, j'ai refait la couverture. Oui, au c'est moi, moment où j'avais je me vu suis des remis. croquis au crayon à papier à un moment donné. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc à ce niveau-là, ça a changé. Donc voilà, ça a pris du temps aussi parce que ça a été le moment où j'ai créé le look des personnages, etc. Donc voilà, il y a les multiples versions. Après, en soi, non, c'est pas. Enfin, oui, c'est l'image qui a pris le plus de temps. Ça a pas pris un temps fou. D'accord. Déjà, c'est pas une image qui est complexe en termes de mise en scène. C'est des personnages devant une table. Il n'y a pas de décor immense. Il n'y a pas d'action très compliquée à représenter. Voilà, il y a juste des attitudes relativement fixes de gens qui travaillent et qui réfléchissent. Et c'est marrant parce que cette couverture, elle est tellement à l'image du jeu, elle est super bien choisie parce qu'effectivement, en tant que joueur, c'est exactement comme ça Ouais. qu'on est, nous, Ouais. en tant que joueurs, et qu'on imagine que nos personnages sont. Et c'est là que moi, enfin, encore une fois, je renvoie au playtest qu'on a fait avec toi, avec vous, Adrien, Natacha, je sais plus qui il y avait Flavie aussi, je sais plus qui était là. Bah, Et- c'est ça, on était les quatre. D'accord, Adrien, ok. toi, Flavie et moi. Et c'était exactement ça. On était autour de la table, levés. Certains avaient les bras croisés, d'autres regardaient les fiches. Il y en avait un qui avait le nez sur ses fiches, ses règles, parce que c'était. Et donc du coup, moi, cette couverture, elle m'évoque vraiment le jeu pour le coup. D'ailleurs, j'ai perdu au jeu. Et voilà. jeu. quoi. Mais ouais, non, vraiment, t'as fait un beau boulot, Maxime. C'est vraiment super sympa. Merci beaucoup. Et du coup, Ouais. de ça, moi, ça me fait halluciner, quoi. Ça te pose pas de problème comme ça de travailler pour les. Alors là, je crois que t'es en train de. Il y a plein de gens derrière, dans leur casque qui se disent, mais qu'est-ce que j'attends pour contacter ce gars-là? Parce que c'est généralement le problème. C'est qu'il faut trouver l'artiste qui convient et pas. Ils sont assez rares finalement les artistes qui acceptent comme ça. Alors après, Que je connais en tout cas. j'ai pas la prétention de pouvoir tout faire. Oui, c'est ça. Je précise, j'ai quand même un éventail que j'essaye de pas restreindre volontairement pour faire mon truc d'artiste et m'imposer moi-même une patte. Mais oui, effectivement, je peux pas tout faire non plus. Je suis en général sur des styles qui vont du semi-réaliste, un peu BD, un peu dynamique, comme je fais pour l'agence, à un réalisme plus poussé, avec un côté parfois un peu plus peinture, etc. Mais voilà, je vais pas faire du dessin d'enfant par exemple ou des choses comme ça. C'est D'accord. voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un illustrateur, comme n'importe qui, il a ce qu'il sait faire et qu'il va Oui. bien faire. Mm. Et puis après, voilà. Mais c'est vrai que je disais que c'était assez rare finalement d'avoir l'occasion de rencontrer un illustrateur qui se mettait au service de l'auteur. Mais en fait, Mais en fait, moi, ça me. Ouais, non. En fait, moi, c'est plus le fait que c'est.
compliqué quand on ne connaît pas le milieu de l'illustration Oui. de savoir comment accéder à un illustrateur. Excuse-moi. Ouais, c'est Par lié à mon contre, histoire. je pense que le métier d'illustrateur, au final, souvent, c'est ça. C'est souvent ça. Oui, Souvent, t'as c'est raison. ça, hein. C'est moi qui. Oui, alors peut-être que je me trompe. Je hein, fréquente mais... que des artistes qui veulent être indépendants. Moi, tu vois, c'est. Non, mais c'est vrai que c'est un peu biaisé. j'ai pas l'impression d'être si exceptionnel. C'est vrai que, encore une fois, à l'école, je fréquentais des gens qui avaient des styles très particuliers, mais il y a aussi une frange de gens qui sont dans un esprit plus justement pop, comme je disais, enfin, qui aiment les fictions de genre, qui aiment ce genre de choses, et qui, du coup, avec un aspect un petit peu plus touche à tout, qui adaptaient leur style à leurs histoires. J'ai une petite question pour toi, Maxime. Dans ton Impeccable. école, il y en avait combien en pourcentage ou en nombre qui étaient proches du milieu de l'imaginaire et qui auraient pu être intéressés par ce genre de projet? Parce que, en fait, c'est ça au final. Est-ce que beaucoup d'illustrateurs sont accessibles, ou est-ce que parce qu'ils se destinent plutôt à la pub, plutôt à la BD, plutôt ou qu'ils ont des médias favoris en tête, hein, qui font qu'on les verra difficilement dans le milieu du jeu de rôle? Alors, je saurais pas dire forcément. J'avais un groupe d'amis proches qui avaient été rôlistes ou qui jouent beaucoup à des jeux de société, etc., qui n'étaient pas forcément rôlistes à l'heure actuelle, mais qui auraient travaillé volontiers sur du jeu de rôle. Donc voilà, c'était un petit groupe de 4 ou 5. Il y en avait d'autres qui étaient dans un esprit plus bande dessinée, mais qui, je pense, auraient pu s'adapter à un projet tel que celui-ci. D'accord. Donc voilà, ça dépend. Il y a aussi toute une frange qui s'est orientée plus en direction du jeu vidéo, mais qui aurait du coup été dans des univers relativement proches. Ouais. Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui est à la recherche d'un illustrateur, s'il envoie un courrier à une école de dessin comme ça, il peut être mis en contact avec... Alors, dans le cas de l'école Émile Cole, ils ont une newsletter où ils nous envoyaient régulièrement des offres d'emploi qui sont proposées directement à l'école. D'accord. En revanche, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder parce que la plupart, c'était des choses qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir. Des choses qui de la création de logos, etc. Enfin, des choses vraiment orientées graphisme pur. En fait, je pense que c'est des grandes entreprises avec des gros moyens qui... Pas nécessairement Non, des grosses d'accord. entreprises, mais juste des offres qui étaient un peu à côté de la plaque. D'accord. Ça, c'est intéressant quand même de savoir comment ça se passe de l'autre côté. Parce que nous, en tant qu'auteur, on a plein de retours sur la cellule, mais en tant qu'illustrateur, finalement, assez peu. Ouais. Voilà. Donc, bon. Mais pareil, des gens qui demandaient du web design. Enfin, bon. Ah oui, alors que ça n'a rien à voir avec le graphisme. Si Non. Si, je pense qu'il y a un aspect graphique, visuel qui intervient, mais après... Après, c'est une formation qui est spécifique. Enfin, en général, c'est pas la même chose. c'est quand même différent. Ouais. C'est pas les mêmes outils. Pareil, enfin, j'ai des notions de web design, mais enfin, c'est vraiment très 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 archaïque. Parce que voilà. Donc l'agence, je change un petit peu de sujet, mais on reviendra peut-être à ces questions après. L'agence, c'est un jeu de rôle à campagne ou pas du tout? Parce que faut aussi dire. Alors, on peut jouer en campagne. Le principal intérêt du jeu, c'est de jouer une petite partie à la volée. Il n'y a pas de prétention de faire des grandes campagnes. C'est plutôt un jeu de société à ce côté-là. Alors par contre, non, il y a par contre des règles pour jouer en campagne. D'accord. Qui viennent rendre les missions plus faciles au début, de plus en plus difficiles, qui vont mettre un petit aspect... En gros, quand vous jouez en campagne, votre personnage, au bout d'un nombre de missions qui va varier en fonction de comment vous les jouez, va devenir injouable, parce qu'il va être... il va avoir trop vécu de choses affreuses. En fait, quand on joue en campagne, un des dangers en plus qu'on peut subir, en plus du retard ou des blessures, c'est la mise en danger d'un proche. Ça va être, j'ai été repéré, mais le méchant de la mission, il a décidé qu'il allait se venger sur ma femme, sur mon gosse, sur... Dimension narrativiste dans ce jeu. Un petit peu. Et du coup, voilà, quand on joue en campagne, on va pouvoir taper sur nos proches au début pour réussir plus facilement les missions, mais à la fin, ça va venir rajouter un coup parce que notre agent qui a perdu sa femme et ses 2 gosses, il se met plus facilement en danger dans les missions, etc., etc. Et donc, un mécanisme, voilà, un des mécanismes sur lesquels j'ai bossé, c'est que justement, c'est un jeu où on ne va pas se dire on va jouer une campagne. Parce que
c'est pas trop l'intérêt, on va pas jouer à ça comme on joue à Vampire, on va faire 20 scénarios d'affilée. Donc je voulais une proposition où on puisse jouer avec les règles de campagne sans que ce soit à proprement parler une campagne. Et donc en gros, ce que je propose, c'est que quand vous êtes le propriétaire du bouquin, vous avez votre personnage, vous avez le personnage des gens avec qui vous allez jouer, vous pouvez les garder, et la fois d'après, il faut les ressortir en disant qui incarne James Bond pour cet épisode. D'accord. Et tout comme James Bond a été incarné par plusieurs acteurs, là, votre agent peut être incarné par plusieurs joueurs qui va pouvoir utiliser les règles de campagne. Donc la campagne concerne le personnage, mais pas le joueur, pas la relation entre lui et son. Alors après, si vous voulez jouer en gardant votre personnage, vous pouvez. Vous êtes libre là-dessus. Mais si vous avez envie, ça peut être super rigolo de changer de personnage, de prendre la peau de quelqu'un d'autre, de pas hésiter du coup à faire que sa femme va subir quelques mises en danger, etc., etc. D'accord. Ok, c'est marrant, c'est comme ce type de jeu en mission et tout. Je sais pas si tu connais 3.16. Alors je connais le nom, je connais un peu l'idée. C'est un jeu qui a été indépendant américain, qui a été traduit par le 7e cercle et réédité en français par le 7e cercle. Et en fait, c'est un jeu à mission, exactement comme l'agence, à l'exception près qu'il n'y a pas de plan en fait. Et donc du coup, c'est pas l'agence bien sûr, mais du coup, tu vas sur une planète et tu bombardes des ennemis. Oui, et c'est souvent, un truc quand tu joues des Space Marines. Voilà, c'est ça. Ouais, et souvent, la réputation du jeu, pour le présenter, on dit voilà, dans ce jeu, quand tu lances les dés, c'est pas pour savoir si tu fais des dégâts ou pas, mais c'est pour savoir le nombre de victimes exactes que tu fais. C'est-à-dire, et donc on s'arrête souvent à cette présentation du jeu en disant voilà, tu lances un dé 100 et ça fait 96, t'as tué 96 gars. Et on dit souvent bah oui, voilà, c'est un jeu juste de gros bourrins et tout. Sauf qu'en fait derrière il y a des scènes de tribunal où les gens les commandants, les officiers vont être amenés à juger les comportements moraux et les actions de leurs équipes ou leurs propres actions, leurs décisions, etc. Et de tribunal en tribunal, ça devient un jeu finalement assez narrativiste dans lequel des commandants vont devoir prendre des décisions de justice contre quelques-uns de leurs membres, etc. Et ça va créer tout un tas de dilemmes pour les prochaines missions, et voilà. Et c'est rigolo de voir que l'agence, qui est également un jeu à mission, comme ça, en campagne, c'est curieux. Je sais pas d'où ça vient cette dimension. Quand on joue en campagne, d'un coup, l'histoire devient plus importante. C'est normal, oui. J'allais dire simplement, quand une histoire se développe, on va pas seulement aller plus fort dans les enjeux avec plus d'explosions et tout ça, on va aller aussi plus en profondeur dans son sujet. Et donc c'est nécessairement ce qui se passe. On commence à jouer un agent qui va, je sais pas moi, sauver une victime de prise d'otage. Puis ensuite, on va réfléchir un petit peu à comment vit cet agent, etc. C'est logique. Il se passe quelque chose entre deux missions, quoi. Quand on joue en one shot, on fait que la mission, et puis quand on joue en campagne, on réfléchit à ce qui s'est passé entre les deux. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour moi, l'évolution du personnage est créatrice de scénario. D'autant qu'en plus, tu vas pouvoir, par exemple, jouer une mission où, au lieu d'aller empêcher un bombardement d'une ville, tu vas sauver la femme ou l'enfant, le fils d'un personnage qui s'est fait mettre en danger à la mission d'avant. Ouais, d'accord. Après, c'est pas nécessairement très formalisé, les règles de campagne. C'est assez libre ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout à fait, effectivement, faire juste une suite de scénarios qui n'ont pas de lien entre eux, un peu comme une série assez old school de télévision avant qu'on se mette à faire des côtés très feuilletonnants où tout se suit et tout est lié. Après, vous pouvez aussi faire une mini-campagne qui soit comme justement un film de Mission Impossible avec effectivement la série de missions jusqu'à arriver à l'objectif final, mais où on peut avoir un antagoniste principal qui est très présent, des enjeux qui augmentent rapidement, etc. Qui dépasse le cadre de la mission avec un méchant récurrent, par exemple, ce genre de choses. Tout à fait. Après, c'est assez libre. Je sais pas combien de pages exactement font les règles de campagne, mais c'est assez court. Après, c'est à vous, en fonction de vos envies, de faire ça. De gérer la dimension narrative en fonction de ce qui vous intéresse. En fait, les règles de campagne sont un petit peu diluées dans le livre. Il y a un chapitre où je précise les quelques règles très particulières qui n'interviennent que en campagne. Donc il y a quelques petits paragraphes à gauche à droite au fur et à mesure des règles. Sinon, la section qui est vraiment dédiée, elle fait 2 pages. Voilà, c'est vraiment court. Ok. Mais bon, il y a plein d'encarts à gauche à droite. Donc au total, on aurait quoi, 4-5 pages sur le jeu de campagne. D'accord, ouais.
Eh ben, c'est très intéressant tout ça. Encore une fois, hein, si vous voulez vous faire un avis sur le jeu, le mieux, ça reste, plutôt que de nous écouter parler de la genèse du jeu, de comment ça a été créé et tout, ça reste quand même d'aller voir le playtest. Est-ce que vous avez des choses dont vous vouliez parler avant de conclure ce podcast? Très rapidement, ce qui me vient en tête, c'est que je mettrai dans les commentaires sans doute le lien vers le site du jeu. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et après, les gens se feront leurs avis. Parce qu'il y a moyen encore mieux de comprendre le jeu que de faire le playtest, c'est d'y jouer soi-même. Ça. Évidemment, évidemment. Mais bon, au départ, quand tu sais pas, t'es sur Internet, sur Lulu, tu regardes un peu tous les jeux qu'il y a, tu sais pas trop comment prendre ta décision. Ça peut quand même être pas mal d'aller voir un podcast. Naturellement, non, mais Voilà. c'est Moi, ce que le je trouve... côté- Pardon, excuse-moi, Maxime. Non, c'est le côté autopromo. Ouais. Si, j'ai un petit message à faire passer très rapidement. C'est j'aimerais saluer monsieur Mathieu B qui m'a contacté par mail plusieurs fois pour savoir où en était le jeu, qui est en grande attente. Donc voilà, si tu écoutes ça, normalement il est sorti. Voilà. Merci Mathieu B. Moi, ce que je trouve formidable avec l'agence, c'est vraiment cette dimension où les joueurs et les personnages, à un moment donné, sont totalement fusionnés dans la construction du plan. Ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve que l'agence, c'est un jeu qui est intéressant du point de vue du game design. Après, encore une fois, je le répète, je l'ai dit probablement dans le playtest, c'est pas un jeu dont les thématiques me bouleversent. C'est pas un jeu auquel probablement je rejouerais parce que voilà, c'est pas un monde, un univers qui m'intéresse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en termes de game design, il y a des véritablement des très très bonnes idées dans ce jeu. Donc même les game designers en herbe là qui nous écoutent, je sais qu'il y en a pas mal qui veulent voir et éprouver de la narration partagée, notamment dans la communauté des jeux de société. Je pense que l'agence est très accessible pour les joueurs de jeux de société et que ça peut être un bon achat pour se lancer comme ça dans le jeu de rôle à narration partagée. Voilà, c'est parce que souvent quand j'interviens notamment sur le podcast Proxy Jeux ou que je discute avec des gens qui font ce podcast, on me dit souvent oui mais où les trouver vos jeux là? Bah là par exemple on en a un, il est disponible en français, son auteur est disponible à Paris. Je ne dis que ça. Allez, en vous remerciant d'avoir écouté ce podcast sur la genèse de l'agence, l'affaire Cahuzac, je l'appellerai comme ça me plaît tellement. D'accord. Je suis désolé, mais c'est... Alors, voilà. je n'ai pas le lien. Hein. Voilà, comme ça, vous êtes tous avertis, je n'ai pas de lien avec ce monsieur. Eh bien, merci à tous. Merci à vous d'avoir créé ce jeu super. Merci. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine. À bientôt. Pour un prochain podcast. Salut.